Vois donc, Protarque, quelle thèse va te confier Phileb et quelle thèse de moi tu auras à combattre. Veux-tu que nous les récapitulions l'une et l'autre? Absolument. Phileb affirme que sont bons la jouissance, le plaisir, le contentement et toutes les choses du même genre. Je prétends, moi, que la sagesse, l'intellect, la mémoire, une opinion droite et des raisonnements vrais ont plus de prix et de valeur que le plaisir. Est-ce que ce sont bien là, Phileb, nos positions à l'un et à l'autre? Exactement, Socrate. Alors, Protarque, ma chère amie, es-tu prête à défendre la thèse de Phileb? Puisque le beau Phileb nous fait faux bon. Donc, nous convenons de faire tout notre possible pour atteindre d'une façon ou d'une autre la vérité. Oui, il le faut. Autre chose encore. Quoi? Chacun de nous doit maintenant s'efforcer de définir la manière d'être et la disposition de l'âme capable d'assurer la vie heureuse à tous les hommes. Effectivement, c'est bien notre but. Toi, tu as choisi de te faire l'avocate de la jouissance et moi de la sagesse. C'est bien ça, Socrate. Qu'arrivera-t-il si nous découvrons une disposition de l'âme supérieure à la jouissance et à la sagesse? Nous serons, toi comme moi, battus par une vie qui posséderait cette disposition. Si elle a plus de parenté avec le plaisir, la vie de plaisir ne l'emportera-t-elle pas sur la vie de sagesse? Oui. Si au contraire c'est avec la sagesse qu'elle a plus de parenté, alors la sagesse triomphe du plaisir, nous sommes bien d'accord. D'accord. Et toi, Phileb, qu'en dis-tu? Mon avis à moi est et restera que le plaisir triomphe sur toute la ligne. À toi, Protarque, de t'en apercevoir. Tu t'es défilé, Phileb. Ce sera donc à moi de décider s'il faut donner tort ou raison à Socrate. D'accord. Mais moi, je m'en lave les mains. Socrate et moi nous en souviendrons. Maintenant, Socrate, que Phileb participe au débat ou pas, nous devons continuer jusqu'au bout, tous les deux. Essayons, et commençons par le plaisir. Ce Dieu que Phileb place au-dessus de tout. Parfaitement. Le plaisir, je sais combien il est divers. Le simple énoncé de son nom suggère une réalité une, mais de fait il a toutes sortes de formes plutôt disparates. En effet, un homme débauché éprouve du plaisir, mais le sage aussi a du plaisir dans la pratique de la sagesse. Et l'insensé, à son tour, a du plaisir, si folles que soient ses opinions et ses espérances, alors que l'homme raisonnable trouve sa jouissance dans la modération. Il serait donc aberrant de dire semblables entre eux ces plaisirs-là. Socrate, les plaisirs viennent de sources opposées, mais ils ne sont pas eux-mêmes opposés. Le plaisir, c'est le plaisir. Comment un plaisir ne serait-il pas semblable à un plaisir? Et une couleur semblable à une couleur, peut-être? Divine Protarque, nous savons tous que du noir au blanc, il y a non seulement différence, mais opposition absolue. En tant que genre, le tout que forment les couleurs est un, mais entre elles, elles n'en sont pas moins ou absolument contraires, ou marquées d'une infinité de différences, et on pourrait trouver bien d'autres exemples. Je crains fort de trouver des plaisirs qui s'opposent à d'autres plaisirs. Peut-être, mais en quoi cela fait-il du tort à mon argument? Dans le fond, tu dis que toutes les choses plaisantes sont bonnes. Certes, personne ne peut nier qu'une chose plaisante est plaisante. Mais alors que, d'après moi, les plaisirs sont presque tous mauvais et seulement quelques-uns bons, toi, tu les appelles tous bons. Alors que le raisonnement t'oblige à reconnaître qu'il y a des différences entre eux. Qu'y a-t-il donc d'identique dans les mauvais comme dans les bons qui te permet d'affirmer que tous les plaisirs sont un bien? Qu'est-ce que tu dis, Socrate? Penses-tu vraiment qu'une fois posé que le plaisir est un bien, on puisse accepter de te laisser dire qu'il y a des plaisirs bons et des plaisirs mauvais? Mais tu accorderas au moins qu'ils sont mutuellement dissemblables et parfois même contraires. Mais pas en tant que plaisir, en tout cas. Tu recommences, Protarque. Me redire que tous les plaisirs sont égaux alors qu'on a vu des exemples contraires. Il faut oser.
C'est être nul dans l'art de raisonner. Que veux-tu dire par là? Qu'on n'arrivera à rien en affirmant que le plus dissemblable est au plus dissemblable ce qu'il y a de plus semblable. Dans ce cas, notre dispute s'arrête là. Plutôt qu'un corps à corps, revenons en arrière. Peut-être qu'en nous faisant des concessions, nous nous rapprocherons l'un de l'autre. De quelle façon? Dis-le-moi. Suppose que ce soit toi qui m'adresses une question. Oui. À quel propos? La sagesse, la science, l'intellect que j'ai posé pour être le bien, ne risque-t-il pas de subir le même sort que ta thèse? Comment? L'ensemble des connaissances est une multiplicité. Certaines d'entre elles sont dissemblables et sans doute d'autres sont même opposées. Si par peur de cette opposition, j'affirme qu'aucune connaissance ne diffère d'une autre connaissance, notre débat ne sera-t-il pas clos? On ne peut pas se sauver en s'accrochant à un raisonnement absurde. Non. Il ne le faut pas. Mais nous sauver, oui. Ce qui me plaît, en tout cas, c'est de mettre sur la même ligne ta thèse et la mienne. Que les plaisirs, comme les sciences, soient multiples et dissemblables. Ça ne doit pas dissimuler, Protarque, la différence entre ta thèse et la mienne. Gardons-la au contraire bien en vue. Avec un examen attentif, on arrivera à déterminer que le bien est soit le plaisir, soit la sagesse, soit peut-être un troisième terme. Il ne s'agit pas d'une lutte pour faire triompher ta thèse ou la mienne. Ce que nous avons à faire tous les deux, c'est de nous allier en faveur de ce qui est le plus vrai. C'est en effet ce qu'il faut faire. Les anciens qui valaient mieux que nous ont transmis cette tradition que tout ce qu'on peut dire exister est fait d'un et de multiples et comporte dans sa nature du fini et de l'infini. Nous devons toujours admettre qu'il y a en toute chose une nature et nous devons la chercher. Quand nous l'aurons saisie, il nous faudra ensuite en chercher deux s'il y en a deux, sinon trois ou quelque autre nombre. C'est alors qu'on doit abandonner l'infini et lui dire adieu. C'est ainsi que procède l'art d'examiner, d'apprendre, de nous instruire les uns les autres. Mais les sages de notre temps font l'un et le multiple plus vite ou plus lentement qu'il ne faudrait, et ils passent tout de suite de l'unité à l'infini. Les nombres intermédiaires leur échappent. Il y a dans ce que tu dis, Socrate, des choses que je crois comprendre, mais il y en a d'autres où j'aurais encore besoin d'éclaircissement. Posons deux tons, le grave et l'aigu, et comme troisième, le ton intermédiaire. Comment vois-tu les choses, Protarque? Savoir simplement cela ne serait pas encore connaître la musique, alors que l'ignorer ferait de toi, pour ainsi dire, une nullité dans cet art. En effet. Mon ami, quand tu auras saisi quel nombre précis d'intervalles il y a dans le son relativement à l'aigu et au grave, quels sont ces intervalles, quelles sont leurs limites, combien de combinaisons en résultent que les anciens ont reconnues et nous ont transmises avec leur nom d'harmonie, et quand tu concevras que pareil procédé s'impose pour l'étude de toute unité et multiplicité, quand tu auras saisi cela, alors tu seras devenu savant. Mais en rester à la multitude infinie des choses individuelles et à l'infinie multiplicité que chacune d'elles renferme, t'empêche en chaque cas d'en avoir une notion achevée et de devenir un homme qui compte et qui fait nombre, vu que pour aucune d'elles tu n'as pu atteindre un nombre défini. Philèbe, ce que vient de dire Socrate me paraît excellemment dit. À moi de même. Mais en quoi ce discours me concerne-t-il? Voilà, Protarque, une question que Philèbe a raison de poser. Absolument, tu dois y répondre. Pour moi, il manque toujours à ton discours ce qui lui manquait tout à l'heure. Tu parles du rapport à notre sujet. Oui, c'est ce que nous cherchons, Protarque et moi. Ainsi, au moment même où vous êtes dessus, vous le cherchez, dis-tu. Comment ça? N'est-ce pas sur la sagesse et le plaisir que nous discutons depuis le début? On aimerait.
Nous avons dit que chacun d'eux est un. Assurément. Eh bien, ce que demande notre discussion précédente, c'est précisément comment chacun d'eux est un et plusieurs. Et comment ils ne sont pas tout de suite infinis, mais contiennent l'un et l'autre un nombre déterminé avant que chacun d'eux parvienne à l'infini. Phileb, ce n'est pas une question facile que celle où Socrate nous a jetés. Vois donc lequel de nous deux répondra à ce qu'il demande. Peut-être est-il ridicule que moi, qui ai pris ta place et me suis chargée de l'argumentation, je revienne à toi et te prie de le faire parce que je suis hors d'état de répondre à la question. Je crois que ce que Socrate nous demande en ce moment, c'est si le plaisir comporte ou non des espèces, combien il y en a, de quelle nature elles sont, et qu'il nous pose la même question à propos de la sagesse. C'est parfaitement exact. Si en effet nous ne pouvons pas résoudre ces questions sur tout ce qui est un, semblable à soi, toujours le même, ou sur son contraire, jamais aucun de nous ne sera bon en rien. Socrate, s'il est beau pour le sage de tout savoir, peut-être une seconde ressource est-elle de ne pas s'ignorer soi-même. Pourquoi je dis cela maintenant? Je vais te l'expliquer. Tu nous as fait la faveur de cet entretien et de ton assistance pour définir quel est le plus précieux de tous les biens humains. Maintenant, finissons avec cette façon que tu as de nous traiter. Quelle façon? De la façon dont tu nous mets dans l'embarras et nous poses des questions auxquelles nous sommes à présent incapables de répondre convenablement. Mais nous ne devons pas nous résoudre à ce que notre embarras du moment soit le dernier mot de notre entretien. Si nous sommes incapables de répondre, c'est à toi de le faire, tu l'as promis. C'est donc à toi de décider si tu as besoin de diviser le plaisir et la science en leurs espèces ou y renoncer, au cas où tu souhaiterais et serais capable de trouver un autre moyen de résoudre la controverse qui nous occupe. Au moins, puisque tu t'exprimes ainsi, je n'ai plus rien à craindre de terrible pour mon compte. Ton expression « au cas où tu souhaiterais » me délivre en effet de toute peur à ce propos. Un souvenir me revient à l'esprit. Un souvenir de quoi? Le souvenir d'un discours que j'ai entendu jadis en rêve ou éveillé, dans lequel le bien n'était ni le plaisir ni la sagesse, mais plutôt un troisième terme, différent d'eux et meilleur que l'un et l'autre. Alors voilà le plaisir écarté de la victoire, puisque le bien ne serait plus la même chose que lui. Oui, hélas. Nous n'aurions alors plus besoin de diviser le plaisir en espèces. C'est ce que nous verrons plus clairement en avançant, Protarque. Poursuis donc. Il faut d'abord s'accorder sur quelques détails. Lesquels? La condition nécessaire du bien est-elle d'être parfait ou imparfait? Tout ce qu'il y a de plus parfait. Le bien se suffit-il à lui-même? Comment non? C'est en cela qu'il surpasse tout ce qui est. Il est indispensable d'affirmer du bien que tout être intelligent le désire, le poursuit, veut le saisir et s'en assurer à lui-même la possession. Rien à objecter. Examinons et jugeons séparément la vie de plaisir et la vie de sagesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il n'y a pas de sagesse dans la vie de plaisir, ni de plaisir dans la vie de sagesse. En effet, si l'un ou l'autre de ces deux termes est le bien, il faut que celui-ci n'ait besoin de rien d'autre. Et si l'un ou l'autre avait un quelconque besoin de ce type, alors il ne serait pas ce bien véritable que nous recherchons. Comment pourrait-il l'être? Veux-tu que nous essayions de vérifier cela sur toi? Très volontiers. Accepterais-tu de passer toute ta vie dans la jouissance des plus grands plaisirs? Pourquoi pas? Penserais-tu avoir encore besoin de quelque chose si tu goûtais cette jouissance intégrale? Non, de rien d'autre. Mais regarde, la conscience, l'intelligence, la prévision, n'en aurais-tu pas besoin? Et quoi d'autre? J'aurais tout puisque j'aurais la jouissance. Protarque,
Si tu n'avais ni intellect, ni mémoire, ni science, ni opinion vraie, la première chose qui te manquerait nécessairement, ce serait de savoir si tu jouirais ou non, puisque tu serais vide de toute conscience. Nécessairement. De même, étant dépourvu de mémoire, il te serait sans doute impossible de te souvenir que tu as joui. Ne possédant pas d'opinion vraie, tu croirais ne pas jouir au moment même où tu jouis, et incapable de raisonner, tu serais incapable de prévoir aucune jouissance à venir. Ce n'est pas une vie d'homme que tu vivrais, mais celle d'un mollusque. Une vie pareille est-elle désirable? Je ne saurais plus rien dire, Socrate. Voilà à quoi ton argumentation me réduit. Ne mollissons pas, examinons plutôt la vie de sagesse. Je veux savoir si quelqu'un d'entre nous accepterait de vivre avec toute l'intelligence, la science, la mémoire possible, mais sans avoir aucun plaisir, ni petit ni grand, et pas plus de douleur, étant même incapable d'éprouver rien de tel. Pour moi, aucune de ces deux vies ne me paraît désirable. Mais l'une et l'autre ensemble, Protarque, une vie faite de leur mélange. Tu veux dire faite de plaisir, de sagesse et d'intellect? Oui, une vie ainsi composée. N'est-il pas évident que le bien n'est ni dans la vie de plaisir, ni dans la vie de sagesse? Ainsi, il me semble suffisamment prouvé que la vie de plaisir chère à Philèbe n'est pas le bien. Pas plus que ton intellect n'est le bien, Socrate. Sans doute est-il sujet au même reproche. Le mien peut-être, Philèbe, mais non pas l'intellect véritable et divin. Je veux bien accorder le premier prix à la vie mixte, mais pour le second prix, il nous faut voir. Car cette vie mixte, nous pourrions peut-être en attribuer la cause principale, moi à l'intellect et toi au plaisir. Sur ce point, je serais disposé à soutenir jusqu'au bout contre Philèbe que ce n'est pas au plaisir, mais à l'intellect qui lui est le plus essentiel. Dans ces conditions, le plaisir recule au 3e rang, au moins. Avec tes arguments, Socrate, le plaisir succombe alors qu'il combattait pour la victoire. Quant à l'intellect, il semble qu'on doive le dire prudent de ne pas avoir concouru pour la victoire car il aurait subi le même sort. Mais si le plaisir est privé du second prix, il perdra sa beauté aux yeux de ses amoureux. Mais alors, ne vaut-il pas mieux le laisser de côté et éviter de le soumettre à une critique qui le peinerait? Tu dis n'importe quoi, Socrate. En parlant de cette chose impossible, faire de la peine au plaisir. Pas à cause de cela. Alors, Protarque, c'est une longue discussion qui s'étend devant nous. Et une discussion qui, pour l'instant, n'est vraiment pas aisée. Il semble en effet qu'on ait besoin d'une autre machine de guerre si l'on veut partir à l'assaut. On a besoin d'autres projectiles que ceux de nos précédents discours, encore que certains puissent être les mêmes. Alors, marchons-nous? Pourquoi pas?